Effectivement, les deux interventions précédentes ont bien montré que les points chauds, c'est à la fois des points géographiques et des points thématiques, et je m'inscris tout à fait dans cette ligne. Alors sur le plan géographique, c'est vrai que le choix est particulièrement difficile. La RDC, oui, absolument incontestablement, et la région des Grands Lacs de façon plus générale, le Soudan avec en particulier le Darfour, sans aucun doute. Pour aussi élargir un petit peu, bien sûr, nous avons parlé dans le débat précédent de la Chine, qui est un problème absolument majeur sur l'ensemble des droits civiques et politiques, économiques, sociaux et culturels. La Corée du Nord, pays dont on ne parle quasiment jamais, et qui est une des plus grandes tragédies en matière de droits humains, la Russie, le Caucase et d'autres. Ce n'est donc évidemment pas une liste exhaustive, simplement pour confirmer certains noms et en ajouter quelques autres à cette liste. Sur les aspects thématiques, on va pas mal se recouper. Effectivement, les violences contre les femmes, qui font l'objet d'une campagne majeure d'Amnesty International depuis l'année 2004, donc une campagne jusqu'en 2010, une campagne de 6 ans, qui est la première fois dans la vie de cette organisation, sur 47 ans, que nous menons campagne pendant 6 ans sur le même thème à un niveau extrêmement intensif et en termes de moyens jamais égalés par rapport aux moyens que nous avons. La question de ce que nous appelons les personnes déracinées, c'est les réfugiés, c'est les demandeurs d'asile, ce sont les migrants, ce sont les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, par exemple justement le Darfour, la RDC. Ce sont aussi les personnes victimes de la traite des êtres humains, donc c'est une thématique majeure également pour nous depuis quelques années et encore pour malheureusement sans doute pas mal d'années. La question des droits économiques, sociaux et culturels, qui sont les parents pauvres des droits humains, pour des raisons qui ne sont pas du tout des raisons juridiques, car ce sont aussi, ça fait partie intégrante des droits humains, mais pour des raisons beaucoup plus politiques. Et c'est quelque chose, effectivement, une perception qu'il faut casser. Ce ne sont pas des droits de seconde zone, ce ne sont pas seulement des aspirations, des idéaux vers lesquels il faudrait aller. Nous parlons bien de droits au sens des droits civils et politiques. Donc c'est aussi quelque chose de majeur pour nous. Antoine Bernard évoquait tout à fait à juste titre la question fondamentale de la lutte contre l'impunité, l'impunité contre l'ensemble des violations de ces droits, et quels que soient les acteurs concernés, qui sont souvent des acteurs étatiques, mais qui peuvent être aussi des acteurs non étatiques, acteurs politiques, groupes armés, acteurs économiques, entreprises et différentes organisations. La liste, évidemment, on pourrait encore l'allonger, mais certainement ces thèmes-là, ces thématiques sont des points chauds incontestablement aujourd'hui et pendant encore pas mal d'années. Merci. Monsieur Pérez, vous voulez ajouter un mot? Oui, merci. Je voudrais soutenir tout ce qui a été dit, mais je voudrais insister sur les droits socio-économiques et culturels, en particulier de l'humanité. Je pense que s'il y a 3 milliards de personnes qui vont tous les jours dormir, s'ils peuvent dormir, avec $2 ou moins d'$1 par jour, ça c'est une catastrophe humanitaire. S'il y a 10 millions d'enfants qui meurent tous les ans, ça c'est une catastrophe humanitaire aussi. Mais il ne faut pas oublier non plus les peuples indigènes. En Colombie, nous avons 24 peuples indigènes en danger d'extinction. Ils sont en train de mourir tous. Il faut se mobiliser pour les défendre. Mais il faut se mobiliser aussi pour les personnes migrantes. Et je pense que si on a 9 ou 10 millions de personnes indocumentées en Europe qui pourraient être emprisonnées et qui pourraient être expulsées vers son pays d'origine ou pas dans son pays d'origine, ces personnes vulnérables méritent notre solidarité. Et aussi dans les États-Unis, on a entre 11 ou 12 millions de personnes indocumentées qui souffrent les mêmes menaces. Mais il y a aussi la grande différence entre la richesse du Nord et du Sud. Et je pense que c'est très important dans les temps de crise financière et de crise économique
que les États du Nord ne donnent pas, ils commencent à donner malheureusement déjà la signal de qu'il y aura moins de ressources pour la coopération au développement. Ce qui implique aussi moins de ressources pour la protection des droits de l'homme dans le sud du monde. Et ça, c'est très important d'avertir les conséquences gravissimes qu'il y aura sur la gouvernabilité mondiale. Évidemment, il y aura beaucoup plus de personnes qui nécessiteraient fuir leur pays d'origine. Et aussi, il faut être conscient qu'on a besoin, votre président à vous tous, a invité à refonder le capitalisme. Je pense que c'est très important comme ambition. Ça serait nécessaire de réinventer un état social de droit mondial. Et pour ça, il faut imaginer de grands investissements aussi dans le Sud. Pourquoi on veut sauver seulement des entreprises d'automobiles ici? Vous savez, peut-être des familles qui achètent un automobile aujourd'hui, un autre dans 3 ans et un autre dans 6 ans. Et on veut encore avoir plus d'industries d'automobiles ici. Alors pourquoi ne pas relancer l'économie mondiale à travers des investissements dans le Sud pour créer justement les droits au travail, les droits à la sécurité sociale, etc. Mais il faut avoir aussi le courage politique pour s'engager dans ces perspectives. Merci.